Nous allons ouvrir le téléphone dans quelques instants seulement. Plus 225 27 21 59 93 99. La page Facebook est déjà disponible et opérationnelle pour vous. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire. Rappel bien sûr de la question LGT. Après la performance de son deuxième représentant, la Tunisie, l'Afrique a-t-elle des chances dans ce mondial? Et c'est sur ça que nous allons prendre la direction de Qatar au quotidien. Les coulisses du Qatar, c'est maintenant. Allez, quelques informations pour vous concernant le Sénégal. Aliou Cissé se sent coupable. Aliou Cissé assume pleinement la défaite des Lions de la Teranga lors de cette première journée face aux Pays-Bas. Quand on perd, on dit que c'est l'entraîneur. Le football, c'est l'efficacité. Quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner, a-t-il rappelé avant d'afficher un optimisme pour la suite. Espagne, cette fois-ci, la succession de Luis Enrique est déjà ouverte. Attendu au tournant à ce mondial après une liste qui a beaucoup fait jaser, Luis Enrique sait pertinemment qu'il joue son poste au Qatar. En tout cas, selon la presse espagnole, la fédération a scellé le sort de son technicien. 3 noms sont annoncés pour le remplacer. Luis de la Fuente, Ernesto Valverde et Marcelino. Voilà. Quelques informations. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça, déjà, sur le Sénégal? Aliou Cissé, c'est l'humilité et vraiment, c'est incroyable. Pour moi, c'est un des plus grands sélectionneurs que l'Afrique, le continent africain ait pu connaître jusqu'à maintenant, d'origine africaine en plus. Cette humilité, ce calme, une défaite, mais toujours très posée. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir comme sélectionneur. C'est incroyable. Voilà, sa déclaration. Il ne peut que dire seulement qu'il se sent coupable. Parce que lorsque vous jouez face à une équipe donc si vous vous rappelez, des Pays-Bas, qui n'a pas d'attaquant véritable. Alors, les Pays-Bas en Coupe du Monde, c'est toujours des attaquants vraiment attaquants racés. Mais cette saison-là, voilà, vous avez Memphis Depay seulement, oui, qui n'est même plus titulaire donc, du côté du FC Barcelone. C'est peu? Oui, c'est très peu. On joue avec un faux numéro 9 qui est Steven Bergwijn, voilà, qui est même passé par Tottenham après, qui n'a pas réussi, qui est reparti donc, du côté donc, de la Hollande. Vous jouez cette équipe-là et à la mi-temps, vous êtes 0-0. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire l'effet miroir, c'est-à-dire jouer le même système que les Pays-Bas. Mais il a continué à aller vers l'avant, il a continué à attaquer, alors que le football hollandais, par moments, c'est très technique, ça va vite vers l'avant, les transitions. Et la seule action qu'on a eue, à la 80e minute de jeu, regardez, cette erreur de défense, et le ballon va au fond. Le mental, en ce moment-là... Surtout avec un excellent De Jong à la baguette. Oui, exactement. Et en ce moment-là, déjà, étant un entraîneur, un sélectionneur, vous savez que ce match, vous êtes en train de perdre un match que vous maîtrisez de bout en bout, il reste 10 minutes, vous prenez ce but-là, mais il faut changer tactiquement, il faut réagir. Et il n'a pas réagi, ils ont pris là le deuxième but. Donc oui, il ne peut que se sentir coupable là-dessus. Allez-y, Martial. Moi, je pense que la réaction de l'entraîneur du Sénégal est tout à fait normale. C'est un comportement paternaliste, parce que cette défaite-là n'a pas plu au Sénégal, et les réseaux sociaux était bouillonnant. Donc, il prend sur lui la responsabilité d'être le fusible et de protéger ses joueurs. Et je pense que c'est vraiment une bonne réaction de l'entraîneur. Et donc, en même temps, dans sa déclaration, il reconnaît que le Sénégal aurait pu marquer des buts, mais il y a eu un problème de réalisme et qu'au football, l'essentiel, c'est de marquer des buts. Mais donc, il a constaté ce fait, il est désolé, mais il pense pouvoir y remédier. En tout cas, le Sénégal a perdu Cheikhou Kouyaté, qui a un pépin physique, précisément au niveau de la cuisse. On espère qu'il reviendra le plus rapidement possible pour aider cette sélection du Sénégal. Oui, Magat? Non, je vous l'ai dit effectivement également, oui. Il a de quoi protéger ces garçons. Vous avez un gardien qui s'appelle Edouard Mendy, qui n'est plus souverain à Chelsea, d'ailleurs, qui a perdu sa place de titulaire. Pour Kepa Arrizabalaga, Kalilou Koulibaly également, qui était très impérial lorsqu'il était au Napoli. Et bizarrement, il vient à Chelsea, il a été contaminé par la mauvaise défense des Blues de Chelsea également, qu'on n'a pas du tout reconnu lors de ce match-là. Dans l'un mis dans l'autre, effectivement, oui. Il y a une part de responsabilité de la part de ces joueurs, mais comme il a dit à Martial Goro, oui, là aussi on voit le management du sélectionneur qui prend tout sur lui.
voilà, et laisser les garçons se reposer. Tout n'est pas fini, hein. Il suffit de gagner les 2 autres matchs, et puis c'est parti pour les 8e de finale. Héraclide, vous qui adorez évoquer l'aspect psychologique du sport, Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne, est au mondial avec la Roja, mais derrière, il y a la pression. Est-ce que ça ne joue pas sur le côté psychologique de l'entraîneur et globalement de son groupe? Bien sûr, parce qu'on dit souvent dans le football, et c'est mon père qui m'a appris ça, que l'équipe est à l'image de son entraîneur ou de son sélectionneur. Un sélectionneur qui est pris par la pression de faire et de réussir et qui sait que s'il ne fait pas des bons scores, il va sauter. Et out. Ça met la pression. Bien sûr. Magat, Donc, quand on est tranquille, hein, on arrive à bien réfléchir. Et quand on a la pression, effectivement, on n'arrive pas à juger le pour et le contre. Mais je suis en train de dire que cette équipe d'Espagne, elle est à reconstruire. Hein. Voilà, on a vu les Gérard Piqué, les Ignacia, les Xavi, tout ça. Gérard Piqué, d'ailleurs, même tout récemment, qui a pris sa retraite. Donc oui, celui qui viendra aura donc du fort à faire pour cette formation de la Roja. Mais il y a de la bonne graine. Hein. Vous avez les Petri, les González également, oui, qui pourront donc donner un beau sourire à l'Espagne après. Mais oui, bon, peut-être que ça a été déjà calculé de la part de la Fédération espagnole, disant que c'était sa dernière compétition. Donc après le mondial, bien sûr, il va donc passer à autre chose. Ouais. Donc oui, vu sur cet angle-là, il n'aura pas la pression. Maintenant, si c'est en pleine Coupe du Monde que ça a été décidé par le président de la Fédération espagnole, donc là, oui, ça serait vraiment très mal calculé. C'est ce qu'on appelle se tirer une balle en pleine tête. En tout cas, il y a beaucoup de jeunes dans cette formation, Ansu Fati et le frère Inaki. Oui. Mais moi, ce que je voulais dire, il faudrait bien que les Espagnols comprennent certaines choses. On ne peut pas rester longtemps au sommet. Le football espagnol, à un moment, je pense que produisait de belles performances. Et c'est à l'image même de Barcelone. Et on arrivait à un moment où les gens doivent préparer la relève pour relancer le mouvement qui avait commencé. Et donc, je ne crois pas que ça soit vraiment une bonne chose de mettre une pression telle sur un entraîneur qui est en train d'aller à une compétition. On dit, oui, si tu vas, si ça ne marche pas, il y a quelqu'un derrière toi qui va prendre ta place. Donc, je pense que ça peut avoir un effet boomerang. Ça risque de produire l'effet contraire. Donc, je crois que ce n'est pas bon. C'est un mauvais management. D'accord. Allez, après la performance de son deuxième représentant, la Tunisie, l'Afrique a-t-elle des chances dans ce mondial? Vous pouvez nous appeler maintenant, plus 225 27 21 59 93 99 pour l'heure. Voici les résultats du jour. Allez, soyez au parfum de tout ce qui se passe au Qatar concernant bien sûr la Coupe du Monde 2022. Argentine 1, Arabie Saoudite 2, d'Hervé Renard. Danemark 0, Tunisie 0, Mexique 0, Pologne 0. Et puis le match vient de s'achever entre la France et l'Australie. La France a étrié, j'ai envie de dire, l'Australie sur le score de 4-1. Voilà, vous avez tous les scores là en illustration tout simplement. Voilà. Derrière, l'affiche Mexique-Pologne, c'est par elle qu'on va commencer. Magat, est-ce que cette affiche a répondu à vos attentes? Pas du tout, pas du tout. Vous avez un garçon qui s'appelle Robert Lewandowski, que j'adore super bien. Oh là là, quel buteur patenté depuis 2 ans. Et il nous fait rêver donc sur le vieux continent, comme on l'appelle en Europe également, et puis avec son équipe de la Pologne. Mais figurez-vous que lors de ce match-là, la Pologne a tiré seulement 8 fois au tir au but. Voilà, 2 tirs cadrés avec un penalty manqué en prime. Ça fait partie des deux tirs cadrés. C'est indigne de la part d'une formation comme la Pologne qui veut jouer le premier rôle dans cette Coupe du Monde. Et avec en prime, vous avez un garçon qui s'appelle Lewandowski. Donc oui, c'est vrai, on le dit souvent, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Mais lorsque vous partez à une Coupe du Monde avec beaucoup d'incertitudes, c'est vrai, il y a beaucoup de vieillesse également de la part de cette formation. Alors que, c'est pas aussi vieux que ça, l'effectif de la Pologne, c'est 27 ans. Moyenne d'âge. Voilà, on va dire même 27,9. Donc l'âge de la maturité. 28, voilà, l'âge de la maturité, l'âge de tous les possibles. L'âge où les footballeurs explosent généralement. Ouais. Mais oui, lorsque vous avez un entraîneur qui va faire un système tabouret 3-5-2, qu'est-ce que vous cherchez à obtenir un 3-5-2 face à une équipe du Mexique qui n'a pas trop des attaquants de haut niveau? Oui, quand vous faites ce genre de système-là, c'est un système suicidaire, c'est un système défensif. Ouais. Au moment où vous vous réveillez, le match est terminé. Plié, oui. Et c'est ce qui est arrivé à cette formation de la Pologne. Il faut aussi tirer le chapeau à un excellent Guillermo Ochoa.
Ochoa qui, à chaque mondial, se transcende. Il devient un génie. Quelqu'un me disait ça avant ce plateau-là. Il a été encore une fois... Mais dites qui c'est, oui. Effectivement. Clément Yesson, Voilà. que vous avez pu retrouver sur le plateau de la Ligue 2. Non, mais franchement, il est simplement magnifique, C'est ça, ce gardien. mais c'est ça également. C'est le rendez-vous des plus grands. Voilà. C'est la crème des crèmes. Vous avez tous les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs attaquants du monde. Donc voilà, c'est le moment d'être sous le feu des projecteurs et il le fait super bien. Ah, Lewandowski, celui-là même qui devait porter cette équipe polonaise, a manqué un penalty. Allez, on peut être un tout petit peu déçu pour lui. Non, pas du tout, mais je pense que ça fait partie quand même du jeu. Les pénaltys, lorsqu'on les siffle, on peut les marquer comme les rater, mais ça montre aussi le poids de la responsabilité qui est sur les épaules de ce joueur-là. Parce que tout un peuple croit en lui et le prend comme le Messie. Donc, il doit tout faire, il doit être à la baguette, il doit diriger, tirer ses coéquipiers vers le haut. Et je pense que c'est une pression supplémentaire. Et donc, je crois que ce penalty raté fait partie de la pression. Est-ce que vous pensez que ces deux équipes-là peuvent inquiéter les deux autres du groupe, notamment l'Argentine? Non, comme je dis, on a une Coupe du Monde là aujourd'hui où il faut faire attention à tout le monde. Donc la Pologne là aujourd'hui avec un Lewandowski, je ne sais pas s'il était vraiment dans son match. Il avait beaucoup, comme disait mon compère, il avait beaucoup de responsabilités, il avait beaucoup de poids sur les épaules, il avait beaucoup de choses à faire sur le terrain avec des jeunes qui sont pas forcément amenés à supporter la pression d'une Coupe du Monde. Le Mexique non plus, je ne pense pas que le Mexique pourra faire grand-chose. En tout cas, cette Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'on va avoir de très très belles surprises, notamment de l'Arabie Saoudite. Voilà. Magath, la France a terminé son match il y a quelques instants seulement. Score final 4-1. Derrière, c'est allé très vite avec un but de Godwin à la 9e minute. Derrière, un des Hernandez s'est blessé, donc Théo est rentré. Théo, on a deux frères. C'est ça la magie. Dans cette équipe de, oui, dans cette équipe de France. Voilà, rapidement remplacé. Ensuite, Adrien Rabiot revient avec la France à un but partout. Olivier Giroud donne l'avantage. Et derrière, la 68e, Kylian Mbappé porte le score à 3-0. Olivier Giroud à la 71e porte le score à 4-1. Derrière, on note doublé d'Olivier Giroud qui est fan de cette citation naturellement. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est ça. Il est fort, il fait ça parce que oui, il vient d'égaler le record de Thierry Henry. Il avait 49 réalisations sous le maillot des Bleus, notre ami Olivier Giroud. Donc il a marqué le 50e but. Ouais. Et voilà, 51e maintenant. Voilà. Donc il égale Thierry Henry, un record longtemps détenu par Thierry Henry. C'est pas rien, hein. Pour une équipe de France, vous avez vu les Michel Platini, les Zinedine Zidane. Incroyable. Chapeau. Contre Vanzé-Marais, Olivier Giroud est inoxydable. Ben, écoutez, la dernière grosse compétition qu'il a faite, on voyait, il a tout essayé, il n'y a rien qui rentrait. Le premier match, il marque 2 buts. Doublé. Donc là, je pense que ça y est, les compteurs sont ouverts et on va avoir du grand Giroud pour cette compétition. Et ça, par contre, ce n'est pas peut-être une bonne nouvelle pour l'équipe de France, parce qu'en 2018, il n'avait pas marqué du tout. Du tout, il a tout essayé. Le match, il n'a pas marqué, l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde. Cette fois-ci, il a marqué, bon voilà, wait and see. Allez, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première sortie de l'équipe de France face à l'Australie? Moi, je pense que c'est une sortie rassurante, parce qu'on se souvient, en 2002, la France était championne à titre, elle a été battue par le Sénégal. Aujourd'hui, le même adversaire du jour de la France a créé des problèmes. Lors du premier match de la France, lors du Mondial 2018, et la France a gagné difficilement par 2-1. Aujourd'hui, la marge est grande, donc je pense que c'est encore plus rassurant, surtout quand on sait que cette France-là a eu de nombreuses blessures, des joueurs forfaits pour cause des blessures. Donc je crois que c'est vraiment rassurant. Et surtout, parlant de Giroud, on sait qu'il y a eu tellement de choses autour. Votre ami Olivier Giroud, autour de lui. Et certains, ils sont nombreux, les Français, qui doutaient un peu de sa capacité. Mais je pense que ce joueur-là mérite l'équipe de France parce que c'est par rapport à ses performances en club qu'il se retrouve là. Derrière la malédiction du champion, cette fois-ci, la France l'a battu.
C'est ça. Allez, on va passer à la perf du jour. L'Argentine d'un certain Léo Messi est tombée aujourd'hui même sur le score de 2-1 face à une formidable formation d'Arabie Saoudite amenée par l'excellent Hervé Renard, champion d'Afrique en 2012 avec la Zambie, champion d'Afrique en 2015 avec la Côte d'Ivoire. Magat, on a laissé filer un diamant. Oui. Ok. Ah, oui, d'autres questions? Non, moi, je peux Allez-y. Ouais. Non, Moi aussi, je on peux n'a pas répondre. laissé filer un diamant. Lorsque la Côte d'Ivoire a gagné la CAN en 2015, le chef d'État, le président de la République, personnellement a pris en compte le dossier Hervé Renard. Il lui a même fait des promesses et il a dit qu'il s'occupait de lui spécialement. Mais malheureusement, Hervé Renard n'a pas voulu rester en Côte d'Ivoire. Il a préféré aller voir ailleurs. Voilà, donc voilà l'information que je voulais donner. D'accord, c'est bien noté. Puisqu'il a ouvert la boîte de Pandore, Oui. je vais m'écreuser rapidement. Assez Alors, rapidement. À l'époque, sous feu Idriss feu Sidi Diallo, voilà. Alors, c'était un entraîneur charismatique qui a voulu travailler dans le concours familial avec ses garçons. Il a dit non, écoutez, messieurs, vous m'avez donné l'équipe, je vais vous ramener la coupe. Mais pour vous ramener la coupe, laissez-moi travailler. Il n'a pas laissé un seul instant les dirigeants du football ivoirien à l'époque-là avoir accès au vestiaire. Et résultat, on l'a vu, on l'a connu, on a eu notre deuxième étoile. À partir de ce moment, il s'est dit, ah ouf, il a tiré le meilleur de ses joueurs, il remporte la Coupe d'Afrique, que peut-il gagner encore d'autres? Voilà, donc c'était le bon moment pour lui de partir, je pense qu'il a très bien fait. D'accord. On parle de la Coupe du Monde 2022, l'Arabie Saoudite. Le roi Salman décrète un jour férié pour fêter le succès contre l'Argentine. Et oui, l'information, laissez-moi dérouler un tout petit peu. La victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine à 2-1 a surpris toute la planète football. Et si les joueurs d'Hervé Renard n'en croient sans doute pas leurs yeux, ce succès historique a également eu d'autres conséquences. Le média Arab News indique que le roi Salman, oui, a visiblement apprécié le succès de ses troupes puisqu'il a décidé que demain sera exceptionnellement un jour férié pour toutes les personnes vivant et travaillant en Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, on vous propose la manifestation de joie des supporters autour du stade après la victoire. Allez, c'est la dernière célébration de Cristiano Ronaldo qui est naturellement illustrée dans cette vidéo, tout simplement. Alors, derrière, certes, on revient un tout petit peu sur l'Argentine et ses performances, sa série de victoires qui était de 36 et qui est tombée aujourd'hui face à l'Arabie Saoudite. Derrière, est-ce que vous pensez que l'Argentine, avec cette prestation-là, a le coffre d'assumer ce caractère de favori? Parce que beaucoup pensent que l'Argentine sera sacrée à la fin, bien sûr, de cette Coupe du Monde. Je pense que ce qui a desservi l'Argentine, là, aujourd'hui, c'est simplement la préparation de l'Arabie Saoudite face à eux, qui se voient pratiquement jamais durant l'année. Et là, on a une équipe qui est au vert depuis septembre, avec un Hervé Renard qui est plus psychologue, tacticien, plus que technicien. Forcément, ils allaient faire la différence. Donc là, l'Argentine, sa plus grosse difficulté, ça va être de... Déjà, on est l'Argentine, mais en plus, on a perdu face à l'Arabie Saoudite. Soit ils se mettent dans le reste de la compétition, soit ils vont passer totalement à côté. On aura certainement en illustration l'affiche technique de l'affiche Argentine-Arabie Saoudite. Magat, sur Léo Messi qui a inscrit ce but-là très tôt, à la 9e minute. Léo, est-ce qu'il a tenu simplement son rôle de leader de cette formation? Oui, il a tenu effectivement. Avant de répondre sur Léo, vous posez une question tout à l'heure. Oui, effectivement, on voit donc la fiche technique que vous demandez, mon cher Jean-Baptiste. Ouais. C'est ça, le football est irrationnel. 70% de possession pour l'équipe d'Argentine. Mais voilà, finalement, l'Argentine n'a pas eu les 3 points. Alors, pour revenir sur la question... Est-ce que l'équipe de l'Argentine a le coffre nécessaire, effectivement, pour aller chercher le titre en fin de compétition? Oui, c'est possible, parce que l'Espagne l'a fait en 2010. L'Espagne a perdu son premier match face à la Suisse 1-0 en Afrique du Sud, lors du mondial africain.
Et finalement, l'Espagne a joué la finale face aux Pays-Bas et a gagné d'ailleurs de cette Coupe du Monde. Donc oui, vu avec sur ces stats-là, d'accord, on peut dire que l'Argentine peut effectivement rêver d'un titre en fin de compétition. Mais le problème, c'est que l'Argentine n'est plus une équipe très jeune. Vous avez donc, on va parler des seniors, hein, on va parler des seniors, mais on va dire même des sexagénaires, hein, je vais l'appeler ainsi. Lionel Messi, 35 ans, Otamendi, 33 ans, Angel Di Maria, 33 ans, Pau Gomez, 33 ans. Avec ces garçons-là, vous avez un effectif aligné aujourd'hui qui a une moyenne d'âge de 30 ans aujourd'hui, face à une équipe de l'Arabie Saoudite qui avait une moyenne d'âge de 28 ans. Tout de suite, ça fait la différence. Parce qu'on a vu en seconde période, l'équipe argentine était cuite, carrément, au niveau physique. Il n'y répondait pas du tout les joueurs de l'Albi Céleste. Donc oui, tactiquement, Hervé Renard a su trouver donc, la faille tactique parce que ça jouait haut, ça pressait haut, effectivement. Ça mettait carrément, systématiquement, toutes les actions de l'Argentine. Les joueurs donc, de l'Argentine étaient en hors-jeu. Donc oui, à ce moment-là déjà, la bataille tactique a été gagnée. Physiquement, ça a été gagné par l'Arabie Saoudite. Et puis la ferveur, on joue en Asie. Et voilà, en territoire ennemi, on va l'appeler ainsi également. Parce que bon, entre les deux pays, on sait ce qui se passe. Donc pour gagner là, au Qatar, gagner l'Argentine, mais waouh! Sacré chapeau. C'est énorme, oui. Moi, ce que j'ai constaté lors de ce match, c'est qu'on a vu un Lionel Messi esselé. Parce que c'est ça aussi, quand une sélection dépend d'un individu, parce que quand on prend l'ensemble des buts marqués par l'Argentine, Messi est vraiment celui-là qui a marqué le plus de buts. Et l'Arabie Saoudite a compris qu'elle n'avait pas de grosses individualités. Donc, quand c'est comme ça, il faut jouer de solidarité. Et cette équipe l'a compris, surtout en deuxième mi-temps. Ils ont été très solidaires, donc ils étaient tous regroupés, ils allaient ensemble pour défendre, ils allaient ensemble pour attaquer. Et ça leur a permis vraiment de faire déjouer l'Argentine, surtout Messi qui aime jouer dans les petits espaces. Et donc, l'Arabie Saoudite a plus ou moins fermé les espaces et ça fait que Messi et l'Argentine ont déjoué. Et le chiffre du jour, hein, c'est que depuis 1930, l'Argentine n'a plus jamais perdu un match en Coupe du Monde en ouvrant le score face à l'Uruguay en 1930. Donc oui, c'est aussi un triste record qui vient d'être... Pour l'Albi Céleste. Vient d'être, oui, voilà, battu. Allez, et malgré la défaite, hein, Léo Messi a réagi dans un message. Hein, il s'est voulu tout de même rassurant pour la suite, un message que vous allez voir. Nous savions que l'Arabie Saoudite est une équipe avec de bons joueurs, qui manie bien la balle et qui joue haut. Il n'y a pas d'excuse. Nous allons être plus unis que jamais. Ce groupe est fort et il l'a déjà démontré. C'est une situation que nous n'avons pas eu à traverser depuis longtemps. Il faut maintenant montrer qu'il s'agit d'un vrai groupe. C'est un coup très dur pour tout le monde. On ne s'attendait pas à commencer comme ça. Les choses arrivent pour une raison. Il faut se préparer à ce qui s'en vient. Il faut gagner et ça dépend de nous, a déclaré La Pulga. Petit commentaire, Héraclide. Oui, bon, comme il dit sur la fin, il ne s'attendait pas à tomber sur une Arabie Saoudite de cette façon. À commencer comme ça. À commencer comme ça, c'est ça. Défaite, oui. Au-delà de la défaite, mais aussi à se retrouver face à Arabie Saoudite. On néglige un peu, c'est une petite équipe, ok, ils ont un bon sélectionneur, les joueurs on ne les connaît pas, mais voilà le résultat. Comme je dis depuis longtemps, il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petites nations. On ne fait pas attention aux petites équipes. Voilà le résultat. Hervé Renard également a réagi. Derrière, est-ce que vous avez senti sa patte dans ce match, Maguette? Oui, tout de suite. J'ai pris rendez-vous ce matin, j'étais assis devant donc, le port téléviseur. Effectivement, oui. À la deuxième minute de jeu déjà, échange Di Maria, Lautaro Martinez. Le ballon revient pour Léo Messi. Repli du gauche instantané. Le gardien part chercher ce ballon-là. Il dit attention, ça c'est un mauvais signe pour l'Argentine. Parce que derrière, Hervé Renard a commencé à percer sur ses joueurs. Retournez, revenez, retournez, repartez, revenez. Donc, tout au long du match, et puis vous le savez, Hervé Renard ne change jamais sur un banc de touche. Il gueulait par moments. Il arrivait à tirer le meilleur de ses joueurs. Et même quand il perd son capitaine, il n'est même pas allé vers son capitaine. Il est sorti, bien sûr, le capitaine de sa numéro 7 de l'Arabie Saoudite. Il fait rentrer un autre joueur. Il ne s'occupe même pas même de son capitaine. Il sait qu'il y a une bataille à mener là, 90 minutes. Il faut avoir gagné ce match. Après, on va s'occuper de notre joueur. Et c'est ce qui s'est passé. Donc oui, c'est un meneur d'hommes. C'est ce qu'il a montré à la Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire en 2015. C'est ce qu'il est en train de faire avec l'Arabie Saoudite. Personne ne connaissait ce joueur-là. Mais regardez le but qui nous marque notre ami Saleh El-Shiri. C'est un but de haut niveau. Un exploit incroyable. Individuel. Il se joue des deux défenseurs. Ça sera peut-être même le but du mondial. Même si la lucarne de l'autre côté. C'est magnifique, cette grand art. C'est ça le football, c'est ça la Coupe du Monde. Avec un Hervé Renard à la patte, c'est magique. Vous parlez d'Hervé Renard, vous avez dû constater, on a vu une équipe d'Arabie Saoudite à deux visages.
Lors de la première mi-temps, elle était un peu timide. Ouais. Mais quand elle est revenue des vestiaires, on a senti une équipe Qui s'est vraiment- transcendée. Oui, qui s'est transcendée. Et ça, c'est la marque d'Hervé Renard. La C'est un puissance. fin psychologue. Il a dit des choses à ses joueurs pour les galvaniser. Et pour ce que j'ai lu ce matin, il a dit, vous avez joué une première mi-temps, mais je pense que vous avez trottiné. Et vous voyez l'expression. Ouais. Trottiner, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait d'efforts, ils ont fait des petits sont pas. baladés. Donc, finalement, allez jouer comme des garçons pour cette deuxième mi-temps. Et donc, naturellement, et l'ancien gardien de but des éléphants, Kopa Barry, après cette victoire, a fait une sortie pour dire que Hervé Renard, ce qui le caractérise, c'est son discours. Et que quand Hervé Renard était avec eux en 2015, c'est le discours qu'il tenait aux joueurs, aux uns aux autres, et c'est ce qui les galvanisait. Et donc, je crois que c'est ça sa boîte secrète, et c'est ce qui permet aux joueurs qu'il dirige de se transcender. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui face à l'Argentine. Allez, je prends la balle au bon pour donner beaucoup plus de détails concernant la déclaration d'après-match d'Hervé Renard qui a déclaré ceci. On a eu une tactique pour ne pas aller trop haut, mais pas trop bas non plus. Ça se joue sur une ou deux positions de hors-jeu en première période. Jouer devant notre défense et attendre. On n'aurait pas pu le faire tout le match. Malheureusement, en première période, nos deux attaquants n'ont pas assez pressé les deux défenseurs centraux et Leandro Paredes, a-t-il confié avant de poursuivre. En deuxième période, ils se sont fait taquiner à la mi-temps. Je leur ai dit, c'est bien, vous avez bien trottiné en première période et puis ils sont allés chercher quelque chose qui fait la différence parfois. Voilà, c'était la déclaration d'Hervé Renard à beIN Sport juste après le match. Voilà, Magali. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le lien, courant de transmission d'une équipe. Quand vous avez le ballon, Emiliano Martinez, qui est un excellent gardien avec Aston Villa en première ligue, vous passez par Nicolas Otamendi, on part tout de suite par Leandro Paredes du Paris Saint-Germain ou de Rodrigo, de Paul. Lorsqu'on partait presser maintenant ces deux relanceurs-là, c'est fini. Vous coupez tous les ballons qui devaient arriver donc à Léo Messi et à Lautaro Martinez. À partir de ce moment, oui, l'équipe d'Argentine n'avait plus de ballon. Et l'équipe de l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'elle devait faire en ce moment-là? C'est de garder le ballon, faire tourner par moment, jouer dans la verticalité. C'est ce qu'ils ont fait par moment et ça a payé. Ils ont pu marquer ses buts coup sur coup. Et donc finalement, tactiquement, ça a été très, très, très bien joué de la part de notre ami Hervé Renard, qui a dit qu'on n'a pas joué plus bas, plus haut non plus. C'est ce qu'il disait tantôt, effectivement. Il a permis à son équipe de se contenir entre les 30 derniers mètres de la défense, et puis après, au niveau de l'attaque. Quand vous jouez comme ça, c'est difficile pour l'adversaire d'aller vous chercher, surtout avec un Léo Messi qui n'a plus ses jambes de 20 ans pour faire la différence tout seul. On a vu après des temps additionnels interminables, un point fini. Et on reviendra là-dessus. Malgré tout, ouais, ils ont fait le job. Bravo, bravo, c'est une victoire qui va rester dans les annales. Franchement, oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que l'Arabie Saoudite a compris que face à des joueurs d'une telle qualité, il faut vraiment empêcher, il faut pousser l'adversaire à déjouer. Donc, un pressing, ça réduit quand même l'espace. Et les Argentins sont beaucoup techniques. Et c'est des gens qui aiment jouer dans les petits espaces, donc ça a gêné. Maintenant, de deux, je reviens sur un peu ce que Messi a dit. Je retiens deux mots. Il a parlé de groupe et de d'union. Messi a fini par comprendre face à l'Arabie Saoudite que ce qui a fait la force de l'Arabie Saoudite, c'est le groupe, le collectif, surtout la solidarité face à toutes les individualités. Donc aujourd'hui, il demande à ses coéquipiers de devenir un groupe, d'être unis, d'être solidaires comme l'ont fait les Saoudiens, pour pouvoir remonter la pente. Tout simplement. Allez, attaquons maintenant le débrief de Danemark-Tunisie, un match qui s'est soldé par un score nul, 0-0 entre ces deux formations. Derrière, Magat, le nul, avec un point pris, satisfait ou pas du tout? Vous voulez poser la question autrement? Est-ce un point encourageant pour la Tunisie? Allez-y, répondez comme ça. Je dirais non. La Tunisie est passée à côté d'une victoire pour rentrer bien dans la compétition. Alors, ils ont tiré 13 fois au but, un seul tir cadré. Quand vous tirez 13 fois au but, un seul tir cadré, c'est pauvre, c'est peu. Pour espérer donc avoir les 3 points. Face à une équipe de Danemark qui se cherchait un peu, la Tunisie, techniquement, c'était au-dessus. La qualité technique, elle était là. Mais on n'a pas vu une équipe tunisienne qui, à un moment donné, se disait, écoutez,
l'équipe du Danemark, elle est prenable. Il faut qu'on parte chercher les 3 points. C'est ça le problème de nous, les Africains. Quand on joue face à une équipe comme ça, où on a l'occasion d'aller chercher à marquer, on ne le fait pas. On reste dans la gestion. Et là, on pouvait même se prendre un but. Hein. On pouvait même rester à 1-0 pour le Danemark. 0-0, c'est vrai, un point pris, mais pour moi, c'est un point de gâché. C'est 2 points de gâché parce que derrière, ça vient très vite. Le niveau monte aussi, hein, le niveau a monté très vite. D'accord. Notre question LJT de ce soir. Après la performance de son deuxième représentant, la Tunisie, l'Afrique a-t-elle des chances dans ce mondial? On attend simplement vos avis, tout simplement, via le numéro de téléphone suivant, plus 225 si vous êtes en Côte d'Ivoire, 27 21 59 93 99. N'oubliez pas l'indicatif plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Héraclide, la Tunisie, notre deuxième représentant, a entré en lice derrière. Globalement, comment vous avez trouvé la performance des Tunisiens? Je me suis posé la question de savoir pourquoi Khazri et Maloul étaient remplaçants. Je pense que s'ils avaient été titulaires sur ce match, ça aurait peut-être été différent. Parce que Maloul est quand même un latéral gauche très très intéressant. Qui est rentré un peu plus tard. Oui, mais trop tard. Trop tard. Trop tard. Khazri, c'est la même chose. Pour moi, c'est des joueurs... Il y a certains joueurs avec lesquels on doit commencer un match et d'autres avec lesquels on peut finir. Là, malheureusement, faire rentrer Maloul avant la fin du match, c'était inutile. Il fallait, je pense, faire cette différence-là et ils sont passés à côté. Voilà, mais, pour aller un tout petit peu dans le sens, je peux me tromper, mais même l'expression du visage de Maloul, c'était pas vraiment... J'ai pas senti la motivation dans son regard. Oui, parce que, vous savez, c'est compliqué pour des joueurs d'être dans la force, d'être en plein dans leur Coupe du Monde et de se retrouver premier match remplaçant. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut encaisser. Certains joueurs l'encaissent très bien, comme Memphis Depay par exemple. Certains joueurs, commencer une Coupe du Monde en remplaçant, ça peut carrément leur couper l'herbe sous les pieds. On l'a vu quand il est rentré, bon, il n'a pas fait grand-chose. C'est ça. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Après la performance de son deuxième représentant, la Tunisie, l'Afrique a-t-elle des chances dans ce mondial? À noter, oui, que le Sénégal a perdu hier. Et c'était vraiment dommage pour tout le monde. Martial, derrière, côté tunisien, défensivement, personnellement, j'ai pu noter une bonne solidarité. On arrivait quand même à faire sortir le ballon, mais passer la ligne médiane, c'était autre chose. L'utilisation du ballon n'était pas à la hauteur. Bon, je pense que moi, personnellement, ce que je retiens, c'est que chacune des deux équipes a eu sa mi-temps. La Tunisie a logiquement s'est créé de nombreuses occasions lors de la première mi-temps et son adversaire aussi s'est retrouvé lors de la deuxième mi-temps. Maintenant, parlant de la Tunisie, je dis, contrairement à ce que Maguette a dit, vous savez, dans ce genre de compétition, surtout lorsqu'on se trouve dans les phases de poule, c'est comme un championnat, c'est les points, ce n'est pas des matchs à élimination directe. Donc, ce genre de compétition, l'essentiel, c'est de ne pas perdre. Lorsque vous ne pouvez pas gagner, ne perdez pas. Et c'est pourquoi je suis un peu désolé par rapport au Sénégal, qui avait fait le match et qui, à 10 minutes, s'est écroulé. Et donc, le Sénégal a perdu. Ouais. Si le Sénégal avait un point, je pense que c'est quelque chose d'assez positif. Monsieur Kwaku Ange nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Kwaku. Bonsoir JB, bonsoir à tous les chroniqueurs sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kwaku, le mondial est lancé. Qatar 2022, nos représentants entrent progressivement en lice. Après le Sénégal, la Tunisie aujourd'hui était face au Danemark. Après la performance donc, de la Tunisie, est-ce que vous pensez que l'Afrique a des chances dans ce mondial? Absolument, je dirais que l'Afrique garde toutes ses chances de pouvoir réussir de belles choses, de pouvoir réussir de gros espoirs à ce rendez-vous qatari. Mais pour y arriver, il va falloir que l'Afrique se départisse un peu, je dirais, que nos représentants africains se dépassissent de ce que j'appelle le complexe, en fait. OK. Je crois que nos équipes ont un certain complexe. Aujourd'hui, il n'y a pas de grands noms, il n'y a pas de grands pays. Les noms ne comptent plus. Aujourd'hui, tous les joueurs, je dirais tous ceux qui sont à ce banquet du football planétaire évoluent presque dans les mêmes équipes. Aujourd'hui, on prend Thomas Partey qui évolue à Arsenal, qui brille de mille feux, qui fait des choses, Arsenal qui est leader de la première ligue. Thomas Partey côtoie des Cristiano Ronaldo et d'autres. On prend Achraf Hakimi qui joue dans la même équipe, qui joue au Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé et autres. Voilà, si je pars déjà du côté du Cameroun, j'ai un Guissa
qui joue à Naples, qui est premier de la Série A. Ouais. Donc, Onana Inter. Également. Voilà. Donc tous les Même joueurs Maxime aujourd'hui- Choupo-Moting du côté du Bayern. Voilà. Voici de très beaux exemples. Là. Voilà. Donc, il faut que nos joueurs se départissent de ce complexe. Ouais. Il n'y a pas de grandes équipes, il n'y a pas de grands noms. Le palmarès reste le palmarès, mais à partir du moment où nous sommes sûrs, le rectangle vert, il faut se battre, il faut oser. Comme aujourd'hui, l'Arabie Saoudite l'a fait. Mhm. L'Arabie Saoudite nous a montré aux sélections africaines qu'avec un peu de cœur, avec un peu d'audace, on arrive à déplacer des montagnes, putain des montagnes portées par des Léo Messi, par des Cristiano Ronaldo et autres. Voilà. Donc il faut que nos équipes africaines osent. D'accord. Osons Donc, oser, c'est ce que j'allais dire. en gros, le football, c'est sur le terrain, à 11 contre 11. C'est sur le terrain, c'est à 11 contre 11, un peu de cœur, un peu d'audace. Et je pense que les équipes africaines pourront passer ce cap, pourront passer, peut-être même arriver au stade du carré d'as et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde comme l'a dit, comme le souhaite Samuel Eto'o. Merci beaucoup. Et c'est le Merci souhait à vous. de toute l'Afrique. On va faire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, monsieur Kwaku Ange, qui nous a appelé à l'instant de Yopougon. Allez, sur la page Facebook de la 3, Eric Guédé écrit ceci. Oui. Il répond bien sûr à la question LGT, oui, mais il faudrait que nos sélections des complexes fassent aux équipes dites favorites. Exemple donné par la Tunisie, même face à même celle du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est un autre exemple que Eric Guédé donne. Voilà, j'y arrive. Donc, il prend l'exemple de la Tunisie et donne aussi l'exemple de l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à nous laisser des messages sur la page Facebook de la 3. Tout simplement. Alors, Magat, Oui, effectivement. Alors, il m'a emboîté le pas, l'appelant, l'internaute. l'internaute, Eric Guédé. Si c'était une équipe africaine qui était devant donc, l'équipe d'Argentine aujourd'hui, on aurait perdu. On allait se faire battre copieusement. Pourquoi? Parce que le mental, là, on ne l'a pas. On n'a pas le mental. On n'a pas le mental en Coupe du Monde. Lorsque le Cameroun a eu le mental en 90, ça a voulu bien se passer. Finalement, le Cameroun a été éliminé donc, en quart de finale. Le Ghana l'avait en 2010, ce n'est pas passé, tout près, d'un cheveu, la main du diable de Luis Suarez, sinon c'est en demi-finale. L'équipe du Sénégal l'avait également, ce mental-là, en 2002, parce qu'on avait en ce moment-là beaucoup de binationaux de la part du Sénégal. Donc c'était des joueurs décomplexés qui évoluaient face à la France. Mais aujourd'hui, nos joueurs, ils sont en Europe, ils sont quasiment dans tous les meilleurs clubs avec les mêmes joueurs. Mais je ne sais pas en sélection pourquoi ça ne marche pas. Et pour terminer avec l'ami Marcel Gourou, lorsque la France bat l'Australie 4-1 aujourd'hui, si la Tunisie avait gagné, ça fait 3 points aussi également, la Tunisie devient automatiquement deuxième. Lorsque vous jouez donc l'équipe d'Australie le samedi 26, que vous gagnez, ça vous fait 6 points, vous avez 2 pieds et combien d'orteils, je ne sais pas, et combien de doigts en huitième de finale. Mais ce nul-là, c'est un nul compromettant. Si vous faites battre par l'équipe d'Australie ou bien un match nul, ça serait bien. Vous aurez 2 points. Mais si vous perdez là, vous aurez toujours 2 points et l'Australie aura 3 points. Si l'Australie bat l'équipe du Danemark, l'Australie s'en va. Donc c'est ça aussi également. Il ne faut pas faire des calculs. Quand on a l'occasion de couper la tête du serpent, il faut le couper, comme on le dit, et puis avancer. D'accord. En tout cas, le premier représentant, le Sénégal, champion d'Afrique, s'est incliné hier face aux Pays-Bas. À la suite de ce match, nous avons pu recueillir des avis. Bien, les voici. Bon, la défaite du Sénégal a été un gros coup dur pour l'Afrique, puisque là, c'est la meilleure nation africaine. Mais je pense bien qu'ils peuvent se réveiller, ils peuvent donner le maximum pour pouvoir se qualifier, sortir de la poule, pourquoi pas, et rendre l'Afrique fière. Le Sénégal n'a pas démérité, mais le Sénégal a très bien joué. Tant bien qu'ils ont perdu, mais ils ont montré un très bon jeu défensif, avec un bon milieu. Mais au niveau de l'attaque, il n'y a pas assez eu de concrétisation, puisqu'il a eu 2 ou 3 frappes. Mais si l'entraîneur peut changer au niveau de l'attaque, faire entrer Bamba titulaire, et comme ça, l'autre aile, il pourra créer des situations fatiguées, les défenseurs, afin de créer un autre jeu pour pouvoir marquer plus de buts. Nous, on a besoin que le match prochain, le Sénégal prend ses 3 points. C'est ce que nous voulons.
Nous voulons que le Sénégal gagne et le Sénégal arrive jusqu'à même en demi-finale. Parce qu'ils ont la chance et ils l'ont démontré pendant la Coupe d'Afrique. C'est nos champions. Je pense que le Sénégal a bien joué en face aux Pays-Bas. Mais ils n'ont pas été concrets sur les actions. C'est ce qui a mené leur défaite. Maintenant, pour l'ensemble du match, je vois que le Sénégal, le prochain match, le Sénégal peut s'en sortir. Vu la performance du Sénégal à la Coupe d'Afrique, je pense que le Sénégal peut se relever au deuxième match. Pour ma part, je pense que le Sénégal a bien joué, mais ils ont manqué d'occasion. Voilà, et c'est ce qu'ils doivent revoir dans le match prochain. Parce que là où ça se joue, là, il n'y a pas de petite équipe. Voilà, toutes les équipes se valent. Voilà, avec les conseils, ils pensent bien que si ils se galvanisent, voilà, tout va bien se passer. Voilà, et puis bon, l'équipe aussi avec qui ils seront en face, ils pensent que c'est l'équipe aussi qui a un calibre moyen. Voilà, les deux équipes se valent. Donc, suite à la bataille qui va se dérouler, ils pensent bien qu'ils vont savoir comment gagner le match. À mon avis, d'abord, le Sénégal n'a pas su concrétiser. Voilà, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais n'ont pas su concrétiser. Maintenant, avec la blessure de Sadio Mané, ça a vraiment joué sur l'équipe. Si Sadio Mané était là, c'est sûrement le Sénégal allait pouvoir s'en sortir. Voilà, et puis le deuxième but, c'est aussi l'erreur du gardien Mendy. Mais comme on le dit, l'erreur arrive, l'erreur est humaine. Donc, concernant le deuxième match maintenant face au Sénégal, le deuxième match du Sénégal, je peux dire que le Sénégal va pouvoir s'en sortir parce que Aliou Cissé va tout mettre à sa disposition afin que l'équipe du Sénégal puisse donner le maximum d'eux-mêmes. Je pense qu'il faut dire cette défaite du Sénégal liée face aux Pays-Bas. Vraiment, ça m'a un peu blessé parce que les Sénégalais ont déroulé leur jeu. Voilà, avec l'absence de Sadio Mané, ils n'ont pas baissé les bras. Vraiment, ils ont aussi puisé dans leurs réserves. Ils ont développé un bon jeu face aux Pays-Bas. Et on a vu que cette équipe de Pays-Bas était vraiment en difficulté. Et je pense qu'à la 80e minute, ils ont mis deux buts qu'on pouvait véritablement éviter. Mais ce n'est pas grave. Je pense que cette défaite-là va motiver encore les Lions qui représentent toute l'Afrique, voilà, pour battre cette équipe d'Équateur et puis pourquoi pas le pays hôte qui est le Qatar. Donc je pense qu'on croit encore aux Lions de la Teranga. Ils vont encore pousser le pion plus haut et nous croyons en leur qualification. Je pense qu'au niveau de la défaite du Sénégal, là, bon, les gens pouvaient mieux faire. Parce que tenir jusqu'à plus de 80 minutes et puis bon, venir se faire laminer, parce que 2-0 c'est laminé. Bon, je pense que le Sénégal a failli un peu parce que nous tous on a vu le jeu. Les gens pouvaient, à 80 minutes, 82e minute, déjà vous tenez bon. Vous pouvez aller vous coucher à la défense pour sauvegarder ne serait-ce que le match nul. Mais ils ne l'ont pas fait. Bon, nous pensons que, comme on le dit le philosophe, la connaissance dérive de l'expérience. Donc, je crois qu'au prochain match, ils pourront s'en sortir, ils pourront relever les défis. Et puis, bon voilà, peut-être que ça peut passer. Parce que c'est notre espoir. C'est vrai qu'il y a le Cameroun, mais ceux-là, ils sont plus proches de nous. Donc, voilà un peu. Allez, en tout cas, allez le Sénégal et on espère que on aura tout simplement de bonnes et belles performances durant les prochaines sorties. Tout en mentionnant Féru du sport, que nous prenons toujours les appels, nous allons passer à notre rubrique suivante, le fait du jour. Eh bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser au temps additionnel à rallonge que nous remarquons depuis le début du mondial Qatar 2022. Et je vous envoie tout de suite les explications de Brou Parfait, ex-arbitre fédéral ivoirien, devenu instructeur. C'est dans cette vidéo. J'interviens ici pour tenter d'apporter quelques éclairages aux acteurs du football qui s'interrogent sur le temps additionnel inhabituellement long constaté depuis le début de cette Coupe du Monde au Qatar. Il faut savoir que le temps additionnel est une disposition prévue par les lois du jeu. Les motifs qui fondent la récupération du temps additionnel sont également bien spécifiés dans les lois du jeu. Il s'agit de l'examen des blessures des joueurs, de la célébration des buts, des remplacements, de l'intervention des VAR, le cas échéant, de toutes les stratégies délibérées mises en œuvre par les joueurs lorsqu'ils mènent au score pour perdre du temps en leur faveur. Aujourd'hui, dans le cadre de cette fête qu'est la Coupe du Monde, l'organisateur
qui est la FIFA, souhaite plus de temps de jeu. Plus de temps de jeu ne veut pas dire qu'on va allonger le temps prévu par les lois. C'est 90 minutes. Mais pendant ces 90 minutes, du temps est perdu. La FIFA souhaite que ce temps soit rattrapé avec plus de précision. C'est ce qui fait que nous voyons qu'il y a un temps additionnel plus long que ce que nous avons l'habitude de voir. Mais rien n'est illégal. Tout est conforme aux lois du jeu. Puisque les arbitres ne sortent pas du cadre des lois du jeu dans la récupération de ce temps perdu. Mais croyez bien que rien n'est fait au hasard. Les équipes, les sélections, tout le monde est parfaitement briefé sur ce qui va se passer. Dans le cadre des compétitions comme la Coupe du Monde, la CAN, le CHAN, l'Euro et autres, il y a une opération qui est dénommée the Team Arrival Meeting. C'est une réunion de prise de contact, une réunion d'information qui est organisée avec chaque sélection pour briefer tous les acteurs sur les dispositions prises par l'organisateur afin que personne ne soit surpris, afin que tout le monde comprenne ce qui se passe et que tout le monde accepte dans le cadre de la fête. Voilà, à l'instant, les explications de Brou Parfait, ex-arbitre fédéral ivoirien, devenu instructeur concernant bien sûr le temps additionnel qu'on a tous remarqué certainement, un temps additionnel plus long, 8, 10, 12 même sur certains matchs dans ce mondial Qatar 2022. Alors, derrière Martial, est-ce que ce temps additionnel-là à rallonge a déjà pénalisé une équipe selon vous? Non, moi je ne pense pas parce que le temps d'une rencontre, c'est pour les 22 acteurs. Vous commencez ensemble, vous finissez ensemble. Donc, ce n'est pas parce qu'on a rallongé du temps que l'autre équipe est pénalisée. Donc, en fait, cette décision, c'est des directives de la FIFA. Ouais. Et c'est lié aux événements qui surviennent sur le terrain. Et là, il a si bien dit, par exemple, quand quelqu'un marque un but, il célèbre le but. Mais c'est du temps perdu. Donc, les gens comptabilisent ce temps perdu. Lorsqu'il y a un blessé, on comptabilise ce temps perdu. Lorsqu'il y a des remplacements, on comptabilise ce temps perdu. Donc, je pense que c'est à l'avantage de tout le monde. Ouais. Donc, ça ne pose pas de problème pour moi. En tout cas, Magad, vous allez réagir. Mais l'ancien arbitre italien Pierluigi Collina, directeur de l'arbitrage au niveau de la FIFA. Oui, Collina, qu'on connaît pratiquement tous, charismatique, a réagi également. On veut éviter les matchs de 42, 43, 44 minutes de temps effectif. Donc, les temps pris par les remplacements, les pénaltys, les célébrations, les soins médicaux ou la VAR devront être compensés. Voilà, Magat. Est-ce qu'on se rapproche un tout petit peu des règles du basketball, par exemple? Exactement, c'est bien cela. Mais pourquoi? Parce que le basketball au niveau des États-Unis, c'est la fête. Lorsqu'on joue au basket, là-bas, le parquet est plein. On ne veut pas que ça s'arrête. Voilà, on ne veut pas que ça s'arrête. Mais la question, a-t-on pensé aux premiers acteurs qui sont donc les joueurs? 15 minutes en moyenne depuis le début de la Coupe du Monde pour les équipes, pour le temps additionnel. Alors, une équipe qui part en finale, sans jouer la finale, ça fait 6 matchs. Donc, si vous avez 15 minutes en moyenne par match que vous prenez jusqu'en finale, ça vous fait 90 minutes, c'est-à-dire un match de plus. Mais c'est impensable. A-t-on pensé à la santé de ces joueurs-là qui, depuis 2 saisons, deux saisons et demie, avec l'avènement de la Covid, n'arrivent pas à se reposer, mais on est en train d'utiliser encore, de demander de la sucer jusqu'à l'os. Pour moi, c'est un crime, entre guillemets, contre les premiers acteurs. Donc, pour vous, on aurait pu garder le format... Oui, ça fait partie, c'est ça le charme du football. On sait, c'est 3 minutes, 4 minutes additionnelles. Voilà. Sans couper Magat, mais justement, là, on additionne encore des problématiques de blessures. J'ai fait une moyenne rapidement sur les 20 joueurs blessés qui ne sont pas partis à la Coupe du Monde. Sur les 20 joueurs, il y en a 18 qui ont fait des blessures de fatigue, pas des blessures de
contact sur le terrain. Mais de fatigue. De fatigue. En tout cas, on va scruter tout ça tout au long de ce mondial. Rapidement, on va parler du programme de demain. On parle bien sûr de la Coupe du Monde. On aura un Maroc-Croatie pour le groupe F à partir de 10h. À 13h, Allemagne-Japon pour le groupe E, oui, toujours à 13h. À 16h, Espagne-Costa Rica, le groupe E. Et à 19h, Belgique-Canada. Naturellement, l'affiche qu'on ne va pas rater, c'est l'affiche du Maroc, le Maroc qui entre en lice également. L'autre représentant africain, Magat. Effectivement, qui a eu des moments glorieux au-dessus également au niveau de cette Coupe du Monde, avec les Madjel, les Moustapha Hadji également en 98. Voilà. Mais oui, justement, le vice-champion aussi également rentre en lice, l'équipe de la Croatie, amenée par Luka Modric, sûrement, son dernier mondial. Et puis parlons aussi également des habitués, également l'Allemagne, oui, 4 fois champion du monde. Donc, dans le dernier titre remonte en 2014, l'équipe de l'Espagne également en 2010. Donc oui, on va retrouver donc, des équipes connues dans cette Coupe du Monde. Et puis la Belgique également, éternel espoir de titre. Ils ont terminé quoi? Ils ont joué demi-finale en 2018. À chaque fois, on nous fait savoir que la Belgique, c'est la meilleure équipe du monde au niveau du classement FIFA. Et où on les attend au niveau des compétitions, patati patatra, elle est absente. Bon, cette fois-ci, on espère que la team Maïden, Aza et autres trouveront les ressources nécessaires. La Belgique a perdu Romelu Lukaku. Exactement, et là aussi également, c'est une grosse perte. D'accord. Une autre rubrique qu'on a préparée rien que pour vous, Martial, je sais que vous voulez réagir, mais c'est j'ai aimé, je n'ai pas aimé. Voici le jingle. Pour cette journée, Martial Gourou, qu'est-ce que vous avez aimé et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Non, naturellement, ce que j'ai aimé, c'est la victoire de l'Arabie Saoudite devant ce grand, ce géant qui est l'Argentine. Et ce combat entre David et Goliath qui a été gagné par David, qui est l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait, encore de l'Arabie Saoudite, j'ai vu des joueurs trop excités parce qu'ils contestaient pratiquement toutes les décisions arbitrales. Lorsque vous tenez le bon bout, je pense qu'il faut laisser les habits de côté, il faut se concentrer et puis avancer. Merci beaucoup. Tout est bien dit, Héraclide. Bon, moi, je vais pas donner de flop. Mais plutôt des tops. Oui, plutôt des tops. J'ai adoré revoir Hervé Renard sur la touche. C'est quelqu'un, j'aime beaucoup sa façon de coacher pendant les matchs. J'adore le voir coacher. Et la victoire de la France. Voilà. Tout simplement. Surtout Giroud avec ses 2 buts, voilà, qui ouvre ses compteurs. Magat? Oui, alors l'ami Eriksen, Christian Eriksen, qu'on a voulu perdre sur une pelouse au niveau donc, de l'équipe de Danemark lors de la précédente compétition européenne, l'Euro, qui a failli nous lâcher et qui est revenu à la vie. Et qui a arrivé également du côté de Brentford en Première Ligue et maintenant qui a été recruté par Manchester United. Il était heureux de le voir aujourd'hui. Capitaine de Danemark. Oui, effectivement, de l'équipe danoise, ça m'a fait chaud au cœur. C'est ça aussi, le football. Et puis bon, aimé également, je vais pas aller dans le point noir, je vais rester dans ce qu'on a aimé également. Rabiot, oui, le banni de l'équipe de France pour l'Euro 2016, qui avait pesté par tous les moyens. Il n'a pas été appelé par l'ami Didier Deschamps, mais qui a continué à travailler avec la Juve également aujourd'hui, qui est revenu en force, buteur, puis passeur avec l'équipe de France. Chapeau aussi également à l'ami Adrien Rabiot. D'accord. Allez, on va se faire un plus calé avant de se quitter. Chez vous à la maison, vous aurez la possibilité de jouer. Voici le jingle qu'il annonce. On va utiliser les ardoises, Héraclide. Donc c'est un QCM, il faut faire simple. Question, proposition des réponses. Derrière, vous devez choisir la lettre qui correspond à la bonne réponse. Et après, je donne la réponse. La première question. Quel est le record de matchs joués en Coupe du Monde que détient Lothar Matthaus? A, 23. B, 24. C, 25. C'est une colle. Voilà. Allez, rapidement. C'est pour tout le monde. Par contre, vous avez la bonne réponse. Allez, c'est 25 matchs joués en 5 participations au mondial. Il est suivi de Miroslav Klose qui compte 24 matchs. Quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Nationalmannschaft? A. Miroslav Klose, Gerd Müller, Oliver Bierhoff. Vous pouvez voir aussi sur l'écran, Martial.
B et A pour Magat. Magat a le point. Oui, la bonne réponse A. Miroslav Klose avec 71 buts en 137 sélections. 3. Donc, troisième question. Combien de finales l'Allemagne a-t-elle disputé en Coupe du Monde? A, 8. B, 9. C, 10. Bon, ouais. Vous vous lancez? Ouais. A. Je dis au hasard. A également. Magat, donc 9 qui correspond à B. Bah, la bonne réponse c'est A. Magat, désolé. Donc 8, 4 victoires. Donc en 1954, 1974, 1990 et 2014. Et 4 défaites en 1966, 1982, 1986 et 2002. L'avant-dernière question. Lequel de ces joueurs allemands n'a pas été Ballon d'Or? A. Matthias Sammer. B. Günther Netzer. C. Gerd Müller. Ah, ça. Magat. Ouais. B pour tout le monde. Allez, B. Oui, c'est la bonne réponse. Günther Netzer. Deuxième en 1972. Derrière Frank Beckenbauer. Gerd Müller a gagné en 1970 et Sammer en 1996. La dernière question, 5. Combien de titres olympiques a remporté l'Allemagne? A, 0. B, 1. C, 2. Magat? Titre olympique au niveau des garçons ou des dames? Bah bien sûr. On peut répéter? On peut reprendre des Allez, rapidement. Combien de titres olympiques a remporté l'Allemagne? A, 0. B, 1. C, 2. B pour Magat, C pour Héraclide et A pour Martial. Et Martial l'emporte à 0, oui. Réponse A, oui. Finaliste en 2016 et troisième en 1964 et 1988. Qui repart avec les points? Enfin, la victoire, tout simplement. Martial Gourou, c'était difficile, mais... Tiens. En fait, effectivement, allez, l'Allemagne a joué... c'est terminé, c'est terminé. Avec le Brésil, oui. C'est terminé. Héraclide, merci beaucoup d'être passé pour ce numéro de la grande team. Merci, Magat, beaucoup. on se dit à bientôt. Martial Gourou. Allez, LGT pour aujourd'hui, Féru de Sport, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dès demain, 20h30. Pour 3 fois plus de sport, car vous le savez, la 3 c'est 3 fois plus de sport, 3 fois plus de musique, 3 fois plus de cadeaux, mais 3 fois plus d'émissions. Allez, merci de toujours rester sur la 3.